tous. Nous sommes aujourd'hui tous connectés quotidiennement, en moyenne 1h42. La technologie a envahi nos vies, les applications mobiles, les sites internet. Tout le monde a, à un moment donné ou à un autre dans la journée, à se confronter à ces technologies. Les chatbots, l'intelligence artificielle, on entend parler de plus en plus. Et ce matin, on va essayer de décortiquer un peu les risques qu'il y a autour de ces technologies, les cyber-risques. Avec moi pour le panel ce matin, on va retrouver Meryl Slacmon, qui est experte en gestion de sinistres chez l'assurance Hiscox. Adrien Petit, qui est lui responsable du département cybersécurité chez GM Consultant. Et Frédéric Coulas, entrepreneur et dirigeant, qui est de la société Cales Concept. Et moi-même, Sébastien Bourguignon, je suis VP et puis lead digital influenceur chez la société et le cabinet de conseil Margot. Donc, on va commencer par GM Consultant pour ce panel. Aujourd'hui, on a des écrans toute la journée qui sont inaccessibles, des serveurs qui sont inaccessibles, des antivirus qui sont désactivés, de plus en plus d'entreprises qui subissent des cyberattaques. Adrien, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que recouvrent ces cybermenaces ? Bonjour à toutes et à tous. Ces cybermenaces, la principale cybermenace, le principal acteur dont on va parler aujourd'hui est ce qu'on appelle la menace cybercriminelle. La menace cybercriminelle, elle se caractérise par une motivation qui est la recherche du profit financier par opportunisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous avez un loup solitaire ou des gens qui s'organisent derrière leur ordinateur et qui vont envoyer par millions des emails qui contiennent une pièce jointe. Et là, dans cette idée-là, on a vraiment un principe d'opportunisme, et un phénomène d'aléatoire. À partir de ce moment-là, des millions de personnes vont être impactées. Nous, ce qu'on peut constater côté GM Consultant, donc c'est un cabinet de cybersécurité, on a notamment de la réponse à incidents. On a tendance à dire, comme ce qu'on peut le voir juste derrière nous, que souvent, on parle souvent des cyberattaques qui touchent les grands groupes. Ce matin, c'était Airbus, hier, c'était Altran. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'eux finalement ? Parce qu'une cyberattaque sur un gros groupe, ça se voit, c'est palpable, ça s'entend. Ça s'entend parce que, par exemple, quand on prend WannaCry ou NotPetya, il y a 2 ans, ce petit ransomware qui a causé beaucoup de dégâts, quand vous avez une chaîne de production sur Renault, ça se voit, ça s'entend parce qu'on va en parler. Mais finalement, parce qu'on a un phénomène d'aléatoire derrière, tout le monde est impacté. Donc je le disais, on parle beaucoup des grands groupes, mais la réalité, elle est tout autre. On a un département de cybersécurité côté GM Consultant qui fait de la réponse à incidents. Concrètement, vous avez une victime qui est impactée, qui voit que son ordinateur a un problème ou son serveur. Le premier réflexe, c'est d'appeler son prestataire informatique ou sa personne qui est en charge en interne et en parallèle de solliciter une hotline. Côté GM Consultant, on a donc une cellule dédiée à cet accompagnement. Et la réalité est qu'aujourd'hui, depuis fin 2017, on a traité 400 cas de réponse à incidents. Sur ces 400 cas de réponse à incidents, on n'a pas du tout, quand on fait des statistiques, quand on les regarde, on n'a pas du tout de typologie d'activité ou de taille de société qui est plus prépondérante de l'une à l'autre. Finalement, tout ce qui est même des startups, des auto-entrepreneurs, des TPE, PME, sont tout autant touchés, impactés que les grands groupes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on disait derrière, on a vraiment un principe d'une cybermenace qui est opportuniste, qui veut faire de l'argent, et il y a le principe de l'aléatoire derrière. Donc tout le monde peut être impacté. Et la question, je pense qu'elle est intéressante aujourd'hui, il faut la soulever et en parler, c'est que finalement, c'est ce qui est marqué derrière nous, c'est pas est-ce que je vais être la cible d'un cybercriminel, d'une attaque, mais la vraie question est quand est-ce que je serai la cible ? Merci Adrien. Meryl, vous qui êtes donc confronté régulièrement à des entreprises qui ont subi une cyberattaque, un cyber-risque, quelles sont selon vous les conséquences de ces attaques pour ces entrepreneurs ? Alors les conséquences de ces attaques sont extrêmement lourdes et comme on l'a vu, les entreprises n'en ont pas forcément conscience parce que sur les entreprises de moins de 250 salariés, on a 79% qui ne sont pas assurés pour les risques cyber. Et nous, les conséquences telles qu'on peut les lister, c'est dans un premier temps une énorme désorganisation. Vous avez des gens qui arrivent devant leur poste de travail, qui ne peuvent pas accéder à leur outil de travail, tout est bloqué, le système d'information est complètement planté. Et on se dit comment est-ce qu'on va faire pour travailler ? On mobilise un personnel sur la limitation des dégâts, on passe des heures au téléphone à calmer des clients anxieux, à obtenir des délais, à se demander quelles données sont dans la nature. C'est un peu la panique.
Dans un deuxième temps, on a des pertes financières. Donc, les premières auxquelles on pense, c'est naturellement les rançons, parce qu'elles nous sont extorquées et que ça fait assez mal. Mais on a également la perte d'exploitation qui est liée à cette période de cessation d'activité où rien ne marche. Dans un troisième temps, on a le dédale d'obligations légales liées aux pertes de données personnelles, parce que depuis 2008, toutes les entreprises qui traitent des données sont soumises à des obligations de notification à partir du moment où les données ont fuité. Ça occasionne des frais, ça occasionne de la confusion. Et ce qui est aussi très important et auquel on ne pense pas immédiatement, c'est tous les dommages intangibles qui sont les atteintes à la réputation d'une entreprise. Parce qu'à partir du moment où vos clients pensent que vous n'êtes pas capable de garantir vos données personnelles et les leurs, il y a une perte de confiance, parfois une perte de valeur si vous avez une marque, et une perte de réputation dans l'absolu. Enfin, tous ces données peuvent amener un entrepreneur à mettre la clé sous la porte. Et donc, faut être attentif. Adrien, avec InQuest, vous avez mis au point une solution qui permet de cartographier justement l'exposition aux cyber-risques pour une entreprise et qui permet aussi d'identifier ses points faibles. Elle a permis notamment de réaliser un cyberdiagnostic dans le cadre de l'entreprise de KLS Concept. Concrètement, en quoi ça consiste? Et puis aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le retour d'expérience de cette vérification avec les 6 points d'attention en particulier les plus utilisés dans les incidents cyber? Alors l'outil en lui-même part d'un constat qui est assez simple. Sur tous les cas qu'on a traités en réponse à incident, les 400, finalement l'idée d'une cellule d'assistance, c'est de maîtriser l'événement lui-même, de maîtriser l'incident. Mais quand on regarde une nouvelle fois les statistiques, non pas les personnes impactées, mais finalement qu'est-ce qui s'est passé, on peut finalement travailler et identifier des points de compromission qui sont récurrents. Et sur ces 400 cas traités, on s'est aperçu qu'on avait ce qu'on dirait 3 points d'entrée, 3 indicateurs à 6, on pouvait étendre à 6, qui étaient récurrents et qui couvraient finalement 95% des cas traités. Donc l'idée était de se dire, mais finalement, si on menait une attention particulière sur ces 3 ou 6 indicateurs, finalement, on limiterait par conséquence le nombre d'incidents, en tout cas de cyberattaques pour lesquelles on constate des dommages. Et notamment, peut-être veux-tu faire un retour d'expérience par rapport à cet outil? Alors, bonjour. Évidemment, quand on travaille dans le monde Internet et notamment dans les solutions cloud, on est toujours conscient du risque du piratage et de la perte de données. Et en tant que dirigeant, j'aurais vraiment du mal à expliquer à mes clients que les données ont été compromises. Donc l'outil a permis bien de faire un audit et de cartographier différents résultats. Même si les résultats n'ont pas montré de failles critiques sur nos sites, on a quand même pu mettre le point et attirer l'attention sur certaines données qui pouvaient être intéressantes pour quelqu'un d'aguerri au piratage et qui pouvaient être disponibles donc, à ces personnes. Et grâce bien à cet outil, à l'audit, nous avons pu mettre nos sites à jour. Donc nos sites vitrines, nous avons pu donc mettre l'année à jour en place et également bien, les développeurs ont pu cacher ce que l'audit a révélé comme information. Okay. Je crois qu'on a peut-être des images pour expliquer concrètement ce que fait l'outil et comment ça se passe. Alors juste avant de montrer comment l'outil et la manière dont il fonctionne, on va repartir du principe. Donc on a finalement l'attaquant. Pour compromettre un système d'information de l'extérieur, donc pour rentrer sur votre système d'information, il va s'appuyer sur deux failles. La première, on a tendance à dire que c'est la plus commune, c'est celle qui est entre la chaise et le clavier, c'est la faille humaine. Donc l'outil va se concentrer sur cette faille. La faille humaine, c'est par exemple les adresses mail qui sont dans des bases de données de sites qui ont été piratés. On a beaucoup entendu parler de LinkedIn. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez être amené à utiliser votre adresse mail professionnelle dans le cadre de la vie privée ou sur peut-être des choses un peu annexes. Donc ça peut être sur un site marchand, Amazon ou autre, mais ça a été le cas par exemple sur LinkedIn, où beaucoup de personnes utilisaient leur adresse mail professionnelle. Et ce qui s'est passé en 2012, c'est qu'un pirate a dérobé la base de données qui contenait des millions d'identifiants et de mots de passe liés à ce site web. Le problème, c'est que dans les bonnes pratiques, il faut changer de mot de passe sur chacune des instances, des applications qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas forcément appliqué. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que l'outil est capable de repérer dans ces bases de données qui sont piratées et qui sont rendues publiques par le pirate, on va les regarder finalement simplement à partir du nom de domaine de l'entreprise, si finalement des employés sont concernés dans ces bases de données. Et l'idée finalement c'est, ok, donc par exemple, je ne sais plus ce qu'on a eu
La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a eu un nouveau leak qui avait à peu près 3 milliards d'entrées. L'idée, c'est que l'outil est capable de récupérer ces bases de données et tout de suite dire, tiens, mais attention, vous êtes ou non concerné à partir du nom de domaine. Donc ça, c'est, je dirais, la faille humaine. Mais le pirate s'appuie sur autre chose, qui est la faille technique. Et la faille technique, ça va être l'ensemble des ressources qui sont utilisées par la société et exposées sur Internet. Un site web, par exemple. Ce que va faire l'outil, alors vous l'avez décrit juste derrière nous, dans un premier temps, alors on va prendre la chose de manière très simple. Imaginez que le système d'information est une maison. L'outil, ce qu'il fait, c'est qu'il va se comporter comme un pirate, comme un cambrioleur. Il va faire le tour de la maison. Donc il va y avoir un process de quantité. Il va regarder le nombre de points d'entrée par lequel il pourrait rentrer, le nombre de portes, le nombre de fenêtres, peut-être est-ce qu'il y a une cheminée. Donc il va recenser le nombre de points d'entrée. Ensuite, il va les qualifier. Il va se dire, tiens, la fenêtre qui est au rez-de-chaussée, est-ce qu'elle est simple, double vitrage ou triple? La porte d'entrée, est-ce qu'elle est en bois ou est-ce qu'elle est blindée, serrure 3 points? Donc l'outil comptabilise le nombre de points d'entrée du système d'information et va les qualifier. À partir de là, il ne va pas donner une note. En fait, il va s'appuyer sur des référentiels techniques qu'on appelle ISO, NIST ou ceux qui sont proposés par l'ANSI. Et va simplement dire si oui ou non, finalement, à partir de tout ça, tous les éléments qui ont été collectés sont conformes, compliant avec les standards internationaux. Et lorsque l'outil regarde et constate qu'il y a des éléments techniques qui ne sont pas conformes, il va simplement proposer des recommandations qui peuvent être appliquées. Parce que l'idée, c'est de ne pas vous dire, voilà, il y a des points d'entrée qui sont mal sécurisés, on ne peut pas vous laisser comme ça. L'idée, c'est que ce soit actionnable, derrière en les identifiant précisément et en proposant des recommandations. Et en travaillant justement à partir de ces indicateurs, c'est ce qu'on voit, ça couvre à peu près les 6 indicateurs. 95% des attaques qui ont été jusqu'aujourd'hui constatées de notre côté auraient pu être évitées si on avait travaillé dessus. Je crois qu'on a quelques slides qui montrent comment ça fonctionne, donc c'est très simple. Vous avez une première page où vous avez juste à renseigner le nom de domaine ou bien le site internet. À partir de là, vous appuyez sur Entrée, l'outil commence à travailler. Alors, ce n'est pas instantané, ça ne se fait pas en quelques secondes parce que derrière, il y a un algorithme assez puissant qui travaille, mais en quelques minutes, on a des résultats. En attendant, on a cette page qui vous propose ou des statistiques d'actualité ou des petites recommandations de bonnes pratiques, comme changer ses mots de passe sur chacune des applications utilisées et utiliser un gestionnaire de mots de passe. Bref, une fois que ça travaille, on a ensuite les résultats. Donc vous voyez, tout en haut, on a 6 points d'intention, 6 indicateurs, qui sont issus notamment, donc, je le disais, ou de référentiels internationaux, ou bien d'un retour d'expérience de la cellule GEM Consultant de réponse à incident. C'est ce que je disais, c'est que voilà, on travaille sur des indicateurs qui sont un mix d'un retour d'expérience, mais aussi basé sur des standards internationaux. Donc là, on a les 3 premiers. On voit que par exemple, 77 éléments ont été collectés, donc 77 points d'entrée. L'idée, c'est de se dire, OK, on a 77 points d'entrée, je les ai trouvés. Alors, on peut en avoir 77 ou 100 ou 1000. C'est vrai que ça donne une indication sur la surface d'exposition. Mais finalement, si on est bien sécurisé sur l'ensemble de ces points, c'est moins un problème. Donc on a ensuite voilà, ces indicateurs. En bas, vous avez les 3 derniers, avec les protocoles réseau non chiffrés, les bannières visibles, bref. Donc l'idée, c'est que vous avez ces indicateurs. En appuyant dessus, vous avez après le détail. On le voit à gauche. Donc là, ça concerne tout ce qui est certificat SSL. C'est par exemple lorsque vous avez un site internet, s'il est marchand ou si vous avez un échange de données, même avec un formulaire, il est important d'avoir le petit cadenas avec le HTTPS, c'est le certificat SSL. Qu'est-ce que ça permet en fait? Simplement, si un utilisateur est sur un Wi-Fi public, au Starbucks, au McDo ou bien à l'hôtel finalement, si vous n'avez pas ce petit HTTPS, quand il va se connecter dessus, ce que peut faire l'attaquant, c'est que vu qu'il a accès au même réseau, au même point d'entrée, au même Wi-Fi, il peut récupérer la donnée à la volée et puis en fait ça va transiter en clair et donc il aura accès à toutes les données. Mais s'il y a le petit certificat SSL, finalement, toute la donnée est chiffrée et même s'il l'intercepte, il ne pourra rien en faire. Donc voilà, vous avez des recommandations derrière assez simples à mettre en place parce qu'on a conscience que cet outil, même si on travaille sur quelque chose de technique, l'idée derrière, voilà, c'est de vulgariser le tout et que ce soit actionnable et facilement implémentable. Alors justement, quelles sont vos principales recommandations aujourd'hui pour les entrepreneurs qui cherchent à se protéger des cyberattaques? Bon, l'outil marche très bien, donc c'est la première chose, c'est de déployer l'outil. Mais il y a des bonnes pratiques simplement à avoir. C'est la première des choses, c'est être vigilant avec son système de messagerie. On regarde simplement l'expéditeur, par exemple, si j'ai un doute, j'ai juste à glisser ma souris sur l'expéditeur, parce que je peux afficher, un pirate peut se faire passer pour moi Adrien Petit,
Mais s'il n'a pas corrompu ou compromis ma boîte mail, finalement derrière, il va utiliser la sienne. Donc il peut mettre Adrien Petit, mais si je glisse la souris dessus, on verra que l'adresse mail derrière n'est pas la mienne. Donc ça donne déjà une indication. Et pareil, si on a par exemple un lien, on peut simplement glisser la souris dessus et ça va nous mettre soit en pop-up ou en bas à gauche le réel lien qu'il y a derrière, parce qu'on peut facilement l'usurper. La deuxième chose, c'est très important, c'est mettre à jour son matériel, ses logiciels, tout ce qu'on utilise. Effectivement, c'est pénible, le lundi matin, j'arrive, j'ai passé 2 semaines de vacances, je vois que j'ai 36 mises à jour. C'est pénible, mais c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'une mise à jour, ça n'apporte pas seulement des nouvelles fonctionnalités, ça ne corrige pas des bugs. L'une des premières fonctionnalités, c'est de corriger des vulnérabilités qui ont été identifiées. Le meilleur exemple, c'est cette semaine, on a une vulnérabilité qui est apparue dans ce qu'on appelle un plugin du CMS WordPress. WordPress, c'est largement utilisé pour mettre en place en quelques heures un site web. Donc on a des plugins à côté qui permettent de l'enrichir. Et on s'est aperçu, on a eu un retour comme quoi il y avait une vulnérabilité critique sur ce plugin que tout le monde peut utiliser aujourd'hui si vous avez un WordPress. Le problème, c'est que l'équipe qui a créé ce plugin aujourd'hui ne met plus à jour le plugin en question. Donc effectivement, il n'y a pas de mise à jour. Mais l'idée, c'est d'avoir une veille par rapport à ça, d'être réactif. Et si par exemple, je n'ai pas de mise à jour, il y a vraiment un problème derrière, c'est de le désactiver ou d'en trouver un autre. Donc d'être vigilant par rapport aux mises à jour, c'est très important. Et enfin, je dirais la sauvegarde. Il est essentiel d'avoir une sauvegarde. On parlait tout à l'heure des cas de rançongiciel, des ransomware, où on a vraiment où je pense que vous avez, côté Iscox, des assurés, où c'est une situation qui est dramatique, parce que nous aussi, on la gère de notre côté, où vraiment, vous avez des gens qui nous disent « je n'ai pas de sauvegarde » ou « parce qu'elle a été branchée en ligne, elle a été corrompue par le ransomware, j'ai 10 ans de données, comment je fais ?» Comment je fais ? Actuellement, je vais mettre la clé sous la porte, parce que la sauvegarde n'est pas exploitable. Donc l'idée, c'est d'avoir des sauvegardes. Alors, on peut avoir par exemple 2 disques durs qu'on alterne un jour sur 2, qui est branché sur son système d'information. Et surtout, on a aussi une sauvegarde qui est externalisée vers un prestataire spécialisé. On peut en avoir plusieurs, mais l'idée, c'est d'avoir une sauvegarde, ce qu'on appelle online, qu'on alterne, et une qui est offline. Voilà en tout cas pour les mesures qu'on pourrait préconiser. Merci Adrien. Meryl, pourquoi la prévention est-elle si importante pour vous en tant qu'assureur ? Alors, en tant qu'assureur, on a conscience aujourd'hui que la prévention, c'est surtout la prévention d'une cyberattaque, c'est plus seulement un sujet 100% tech qu'on relègue au département IT, c'est un indicateur de bonne gouvernance d'entreprise. Et on est très content de cette évolution parce que l'image du cambriolage a été utilisée il y a quelques minutes et elle est très juste. D'une certaine manière, une violation de votre système d'information, c'est un traumatisme. C'est toujours choquant, déstabilisant, une entreprise en ressort fragilisée. Et si on peut anticiper et donc éviter de souffrir, comme le dit Guillaume Poupard, le président de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est quand même mieux. Et du coup, pour prévenir, on peut mettre en place les bonnes pratiques qui évitent les failles humaines qui ont été listées il y a 2 minutes. Et aussi des bonnes pratiques pour éviter les failles techniques. Donc, comme on l'a vu, une sauvegarde externe, un état des lieux de son exposition au risque cyber, et aussi ce qu'on a beaucoup relevé, nous, dans les sinistres qui nous ont été amenés, c'est de sécuriser un maximum ces accès à distance. Alors même en étant bien préparé, le risque zéro n'existe pas. Que faire en cas d'attaque ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? Alors, en cas d'attaque et principalement en cas de perte de données, ce qui est très important, c'est d'organiser la résistance d'une certaine manière pour décourager le pirate. Donc, dans un premier temps, on met en place une cellule de crise. On a avec soi tout de suite les bonnes personnes. Le mieux, c'est d'avoir un spécialiste en communication de crise. Si on n'en a pas au sein de son entreprise, on fait appel à un professionnel. Et puis, on a assis autour d'une table également un spécialiste en cybersécurité, en ressources humaines, un juriste. Enfin, c'est assez lourd, mais c'est important de le faire. Deuxième chose, on verrouille un maximum les canaux de communication, c'est-à-dire qu'on intime à ses collaborateurs d'être extrêmement prudents s'agissant des visiteurs ou des appels de l'extérieur. On fait en sorte que toutes les requêtes des médias soient dirigées au chargé de communication qui aura été désigné. Et on explique aux collaborateurs qu'il ne faut absolument pas communiquer, que ce soit par Twitter ou autre, sur la crise qu'on est en train de traverser. Enfin, on essaye surtout d'estimer les dégâts, de voir
les données qui sont dehors, et d'anticiper les étapes à venir. Alors, Hiscox lance une nouvelle offre d'assurance cyber spécialement conçue pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'elle comprend exactement, cette offre? Alors, Hiscox était déjà présent pour les entrepreneurs avec une offre de responsabilité civile accessible en ligne. On est les premiers là-dessus. Et ça permettait déjà de répondre aux problématiques cyber lorsqu'elles faisaient suite à une réclamation d'un client. C'est-à-dire si vous receviez un courrier de mise en cause d'un de vos clients indiquant que vous aviez commis une faute suite à une attaque cyber, on était là. Aujourd'hui, on offre spécifiquement un volet cyberattaque associé à ce volet responsabilité civile qui propose dans un premier temps une assistance gestion de crise, donc avec nos partenaires. On a une hotline qui est disponible. Vous arrivez, rien ne s'allume, rien ne marche, vous décrochez votre téléphone, vous appelez votre technicien hotline qui va vous donner les premières choses à faire pour limiter un maximum les dégâts, qui va vous diriger vers les bons experts, les bons avocats. Ça, c'est une partie de notre offre. Et on a également une autre partie de notre offre qui est la prise en charge de tous les frais liés au sinistre liés à cette attaque. Merci beaucoup. Donc, depuis 2013, le nombre de déclarations de sinistres couvertes par les polices de cyberassurance d'Hiscox a augmenté de 1700%. On le voit, le risque est réel. Agissez. Pensez à tout, mais surtout, pensez à vous couvrir. On va finir cette table ronde sur ce dernier mot et on a peut-être encore quelques minutes s'il y a des questions pour nos panélistes. Pas de questions? Bon. Eh bien, écoutez. Oui. Est-ce que l'outil que vous nous avez montré va être disponible bientôt? Est-ce qu'on peut... Alors, l'outil, il va être... on va offrir, nous, à Hiscox, à nos assurés, un audit via cet outil dès le deuxième trimestre 2019. Donc, il sera disponible bientôt, effectivement. D'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à la Madikinote.